j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouveau journal d'une lectrice dans un décor un petit peu différent puisque j'ai en face de moi la chambre de ma fille. Je suis sur le canapé. Je ne fais pas de vidéo au rez-de-chaussée pour la simple et bonne raison que nous sommes en travaux, donc il va y avoir pas mal de bruit, etc. Bien évidemment que si je pouvais être en train d'aider, je le ferais. Mais là, on arrive à une étape où voilà, je n'ai pas trop ma place. Donc je me suis dit, puisque le ménage, c'est ok, les lessives sont ok, le repas pour ce soir et pour demain, c'est ok. Allez, je m'octroie un petit temps, donc voilà, je suis pas vraiment apprêtée, etc. pour une vidéo, mais on s'en fiche. Ça fait un petit moment que je n'ai pas tourné de vidéo. Et c'est pas parce que je n'assume pas vraiment cette frange que j'ai décidé de faire un soir de fragilité. C'est tout simplement parce que le rythme familial ne me le permettait pas. Entre la fin d'année scolaire, le début des travaux qui sont beaucoup plus importants que ce qu'on pensait, le travail, les enfants, j'ai 2 enfants en bas âge, donc les otites, les angines, enfin voilà, les petits bobos du quotidien. Et puis on fait aussi en fonction de l'envie, c'est-à-dire que quand l'énergie n'est pas là, j'ai pas toujours envie de devoir m'organiser pour pouvoir tourner des vidéos. Donc je priorise et je mets mon énergie sur ce qui est important pour moi. Bref, trêve de blabla, on va parler des livres que j'ai lus. Alors j'ai eu un tout petit rythme de lecture sur le mois de juillet, qui n'est pas encore terminé, mais là je vais vous donner mes avis lecture de juin et juillet. Je pense qu'au mois de juillet, j'ai dû lire 2 livres pour l'instant, et on est le 25 juillet, je crois. Donc c'est vraiment un petit rythme de lecture par rapport à d'habitude, mais pour moi c'est complètement ok. Je suis même un petit peu en train de me dire, mais comment j'ai pu avoir pendant des années cette boulimie de lecture alors que en fait j'ai plein d'autres choses à faire. Et j'en ai discuté un petit peu avec Lauriane et je pense que quand les beaux jours arrivent, en fait je me détache beaucoup des réseaux. Et en me détachant des réseaux, je me détache aussi un peu de la lecture et je me rends compte que je maintiens un rythme de lecture assez soutenu pour produire aussi sur les réseaux. Et ça, c'est quelque chose qui me questionne énormément. Et j'en suis même venue à me dire, est-ce que j'ai encore ma place sur les réseaux sociaux si je commence à lire pour pouvoir fournir du contenu sur les réseaux. Alors qu'en soi, Instagram, c'est devenu un réseau social où je prends plus beaucoup de plaisir. Je prends beaucoup plus de plaisir sur YouTube parce que mes avis vont être hyper spontanés, parce que je me dis que quand vous venez sur ma chaîne, c'est vraiment parce que vous avez envie d'écouter le contenu que je vais vous proposer, alors que sur Instagram, on est plutôt sur un réseau où on scrolle, où on ne lit pas forcément le contenu, on regarde simplement l'image, on est plus sur du like, enfin... voilà, ça me questionne encore un petit peu, mais je sais que tous les ans, j'ai ce questionnement. Donc je vais laisser passer l'été, mais il se pourrait que je me fasse un peu plus discrète sur certains réseaux. Bref, trêve de blabla, donc je vous disais, je vais vous parler de mes lectures de juin et juillet. Et puis voilà. J'ai lu au mois de juin Le Duc de Penford Hall de Nancy Atherton. C'est le tome 0 des mystères de Tante Dimity. J'avais lu le tome 1 que j'avais plutôt bien aimé. J'avais apprécié un petit peu le côté fantastique. C'est du cozy mystery, mais voilà, je trouvais que le rythme était assez lent, il se passait pas grand chose, c'était un petit peu trop contemplatif pour ma part. Et du coup, Benoît m'a quand même gentiment proposé, donc Benoît c'est le community manager du label, de chez Verso, qui est un label pardon, des éditions du Seuil. Il m'a quand même proposé de recevoir une box de Cozy Mystery que je vous ai présentée dans une précédente vidéo, où il y avait du coup le duc de Penford Hall, et je me suis dit pourquoi pas. Et finalement je me le suis pris en... Oh, il y a encore un marque-page de ma copine, les illustrations de Lou. Très talentueuse cette illustratrice. Et je me suis dit tiens pourquoi pas, mais je vais me le prendre en audio, parce qu'en fait c'est un moment où j'avais énormément de jardinage à faire. On a quand même un très 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 grand terrain qui est très arboré, qui est très fleuri, donc ça demande pas mal d'entretien. Et c'était un moment où il y avait un férié et je m'étais dit allez, ça me fait 3 jours de jardinage. J'avais dû placer un petit peu les enfants chez les mamies pour pouvoir avancer, pour avoir du temps de qualité avec eux la semaine, bref. Et du coup j'ai écouté ce livre, je ne l'ai pas lu, je mettais mon marque-page au fur et à mesure de mon écoute. Je vous lis le résumé et je vous dis ce que j'en ai pensé. Quitté par son amant, Emma Porter décide de revenir à sa première passion, le jardinage. Rien de tel qu'une tournée des plus beaux jardins d'Angleterre en été.
Au manoir de Penford Hall, Emma rencontre un duc fantasque qui lui demande de redonner au jardin de la chapelle sa splendeur d'antan. Mais lorsque la cousine de ce dernier est retrouvée inanimée dans la propriété, l'affaire semble liée à la mort mystérieuse, 5 ans plus tôt, d'une star du rock au même endroit. Le duc serait-il un assassin? Emma décide de mener son enquête avec Derek, un charmant artisan. Heureusement, Tante Dimity n'est jamais loin. Alors, je reviens juste sur la dernière phrase. Heureusement, Tante Dimity n'est jamais loin. On ne parle pas vraiment de Tante Dimity dans ce tome, mais on sent qu'elle a tiré quelques ficelles pour que certaines personnes se rencontrent, mais on n'en parle pas vraiment. J'ai apprécié ce tome, mais ça me conforte dans l'idée que je ne continuerai pas la saga en sachant que je pense qu'il y a une trentaine de tomes en tout en version originale. 28 tomes. Voilà. Et vous savez à quel point je lutte depuis maintenant, ça va faire 2 ans au mois d'août que je lutte sur le fait de poursuivre mes sagas. Si vous continuez cette vidéo, à un moment donné, vous allez avoir un fou rire par rapport à ce que je suis en train de vous dire là. Et du coup, voilà, j'ai à cœur de poursuivre les sagas qui me plaisent vraiment, mais j'ai pas forcément envie de me lancer dans une saga de quasiment 30 tomes si les débuts sont pas forcément dingues. Et là, j'ai apprécié... il y a plein de choses que j'ai appréciées. Déjà, j'ai apprécié les personnages. Donc, on est sur Emma Porter, qui va rencontrer du coup le duc de Penford Hall et qui va lui remettre un petit peu au goût du jour son jardin, sa propriété. Et c'est... Alors, Emma, elle a un caractère hyper affirmé et le duc a quelque chose d'hyper fantasque. Et du coup, voilà, le lien va déjà être super sympa. Et de manière générale, je dirais que même tous les personnages, dont les personnages principaux certes, mais aussi les personnages secondaires, ont des personnalités assez atypiques, assez haut en couleur. Ça donne vraiment un beau melting pot qui donne presque un côté décalé. En fait, j'arrive pas du tout à situer dans le temps. Alors, je pense que ça doit être dit hein, dans l'intrigue, mais j'arrive pas vraiment à situer dans le temps l'intrigue. Et parfois, alors il n'y a pas du tout d'anachronisme, mais parfois on a l'impression qu'on mélange un petit peu les genres. C'est-à-dire que ouais, quand on parle d'un duc anglais, voilà, on s'imagine une certaine époque, surtout avec Emma Porter aussi, qui vient d'être quittée par son mari. Et en fait, c'est tout un drame, vous voyez, on l'a déshonorée, etc. Et en même temps, à côté de ça, on va avoir des personnages tellement fantasques, on va avoir ouais, une star du rock qui est morte. Enfin, et du coup, on a l'impression que les temporalités viennent se confronter un petit peu et c'est assez sympa. Et dans cette confrontation-là, on a aussi une confrontation de tempo, c'est-à-dire qu'il va y avoir des moments hyper contemplatifs. Les jardins pardon, du manoir vont avoir beaucoup d'importance, c'est-à-dire que on va presque avoir un côté nature writing où on va s'imaginer sentir les fleurs du jardin, on va s'imaginer les voir, les toucher, etc. Et en même temps, il va y avoir parfois des moments où il va y avoir pas mal d'action. Donc ça va venir contrebalancer ce rythme un peu trop lent. J'ai bien aimé de manière générale l'intrigue, j'ai bien aimé la petite enquête du coup qui sera ici menée par Emma qui va être aidée d'Eric il me semble, c'est ça. J'ai bien aimé le dénouement et j'ai même été hyper surprise du dénouement, j'ai trouvé ça aussi encore une fois décalé et du coup tout à fait dans la lignée de ce tome-là. Mais c'est ce que je vous disais, j'ai tellement de séries en cours, enfin de sagas en cours, qu'il faut vraiment que je sois séduite pour poursuivre. Et je pense que le rythme de cette saga, de manière générale, est assez lent. Là, j'ai vraiment bien accroché à l'intrigue, donc en soi, le rythme ne m'a pas déçu, enfin, il m'a pas dérangé du tout. Puis en plus, j'étais en train de jardiner, enfin, donc mon activité, entre guillemets, de jardinage était tout à fait en adéquation avec ce côté nature writing de l'intrigue. Mais ouais, je pense que à terme, je pourrais m'en lasser. Et clairement, moi maintenant, quand je vois il y a 28 tomes, ça me fait un peu penser au Agatha Raisin, etc. Je me lance plus du tout en fait dans ces sagas aussi longues. J'ai besoin de... En fait, je me dis quand c'est aussi long, bah, ça montre aussi que les choses vont arriver lentement. Je pense aussi au Anna Svensson, vous voyez, où bah, j'ai lu, je sais pas, 12 tomes. Et dans les 12 tomes, on sait toujours pas de qui elle va tomber amoureuse. Et si j'ai bien compris, enfin non, je ne veux pas spoiler. Mais en fait, il n'y a rien qui se passe, quoi. C'est toujours le fil conducteur, le fil rouge, il est hyper lent pour nous tenir en haleine. Et à chaque fois,
à la fin du tome, on a un plot twist de dingue qui fait qu'on a envie de lire le tome suivant, et au tome suivant, il n'y a rien qui se passe, et de nouveau, la fin. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bref, une belle lecture, mais pas inoubliable, et qui ne me donnera pas envie de poursuivre la saga. J'ai également lu Deux vérités, un mensonge de Claire McGowan. C'est la première fois que je lis un roman de l'autrice, et on l'a lu dans le cadre du Read Together de juin. Ça a été globalement une bonne lecture. Je vous lis le résumé et je vous dis ce que j'en ai pensé. Tout le monde ici a tué quelqu'un. Il n'y a aucun moyen de quitter l'île. Vous allez tous tuer ou être tués ici. L'une de ces affirmations est un mensonge, mais laquelle? Un groupe d'amis, d'anciens étudiants d'Oxford, se réunit sur une île écossaise coupée du monde pour fêter un anniversaire. Et malgré un jacuzzi chauffé au bois, le séjour s'annonce glacial. Pour détendre l'atmosphère, les convives décident de jouer à deux vérités et un mensonge, en déposant anonymement 3 déclarations sur eux-mêmes dans une boîte. C'est alors qu'un bout de papier supplémentaire apparaît, griffonné de 3 menaces terrifiantes. Sans réseau et sans moyen de quitter l'île, le groupe est pris au piège jusqu'à la fin du week-end. Il n'y a que 2 explications possibles. Ou bien ils ne sont pas seuls, ou bien l'un d'entre eux veut leur mort à tous. J'ai trouvé ce roman... Alors, le début du roman, il a été hyper difficile pour moi parce qu'il y a énormément de personnages. C'est vraiment une bande de copains. Alors, je sais pas, ils doivent être peut-être pas 10, mais au moins 8, je pense. Et d'avoir tous les prénoms d'un coup, je me dis, oh là là, mais alors attends, qui est marié à qui? Qui est l'enfant de qui? Qui est l'ami de qui à la base? Et entre guillemets, quelles sont les pièces rapportées? Donc, au début, ça a été un petit peu difficile pour moi de visualiser le groupe d'amis, mais une fois que ça s'était fait, alors je me suis littéralement fait happer par l'intrigue, enfin par le roman. Je vais arrêter de dire le mot intrigue, je crois que je l'ai déjà dit genre 10 fois depuis le début de cette vidéo. J'ai beaucoup aimé le rythme, j'ai beaucoup aimé la complexité des relations humaines qu'il y avait à l'intérieur. On voit que c'est une bande de copains à la base où tout semble beau. C'est des copains qui sont portés par de nombreuses différences, dont des différences sociales. Donc très très vite, il y a des personnes qui vont montrer qu'ils sont envieux depuis toujours par rapport à d'autres, enfin voilà. Et on se rend compte au fur et à mesure du roman qu'il va y avoir un peu d'amertume par rapport à des trahisons ou des décisions passées. On voit bien que c'est pas si sain que ça en fait. Et au fur et à mesure, on va même comprendre que certaines relations sont hyper toxiques. Donc j'ai envie de vous conseiller de revoir votre répertoire d'amis et de voir sur qui vraiment vous pouvez compter et à qui vous avez vraiment des relations saines, parce que sinon vous pourriez vraiment être le personnage principal de ce roman. Trêve de plaisanterie, c'est un roman choral, il y a un rythme qui est bien soutenu grâce aussi au roman choral, parce que en fait ça va vraiment être un huis clos, faut vous imaginer que les personnages sont sur cette île complètement isolée, donc une île écossaise, donc pareil. L'environnement, il va avoir vraiment une importance, il va avoir une certaine importance parce que ça va être hyper immersif. Vous allez devoir vous imaginer une île entourée d'eau. Et le fait que ce soit entouré d'eau, ça a aussi beaucoup d'importance. C'est un environnement qui peut paraître paradisiaque, mais qui peut très vite devenir hostile quand la météo est capricieuse, ou quand l'angoisse commence à monter, quand la nuit commence à arriver. Vous voyez, le côté sécure de cette île, la journée sous un grand soleil peut devenir complètement insécure la nuit ou en partant d'orages et de tempêtes. Et donc je vous disais, le roman choral va apporter une certaine dynamique dans le sens où parfois en changeant de personnage, on va changer aussi de pièce dans la villa, et donc du coup on va avoir un autre point de vue de ce qui est en train de se passer là à un moment peut-être un peu décisif. Et moi j'ai beaucoup aimé, je suis un tout petit poil déçue par le dénouement, c'est ce qui fait que ce ne sera pas un coup de cœur. Mais ouais, un gros plus sur toute la complexité en fait des relations humaines, surtout sur celles qui sont présentes de longue date, vraiment qui solidifient ou non avec le temps. Et là, parfois, dans cette bande d'amis, il y en a qui ne s'étaient pas vus depuis plusieurs années. Mais ils se devaient de se retrouver pour fêter l'anniversaire. Alors, je crois que c'était de Victoria, je ne sais pas pourquoi j'ai ce nom en tête. Mais ils se devaient de se retrouver pour fêter le... Ouais, c'est Vicky, je crois.
je vais finir ma phrase. Ils se devaient de se retrouver pour fêter l'anniversaire de Vicky, et Vicky c'était un petit peu la nana hyper célèbre au collège, qui est encore hein, d'ailleurs riche, qui a un frère, pareil, beau gosse, enfin... Donc c'était des personnes assez magnétiques en fait, autour desquelles tout le monde avait envie d'être, etc. Et ils gardent cette image-là en fait. Non bref, je vais me perdre dans toutes mes explications et j'ai pas envie de vous spoiler. Mais une très chouette lecture. D'ailleurs, après ce livre, j'avais de nouveau vraiment envie de lire. Alors après, ça s'est un petit peu apaisé parce que j'avais pas le temps, mais j'ai eu quelques lectures un peu moins sympas, je crois, au mois de mai. Du coup, j'étais dans un petit creux et ça m'avait vraiment redonné un petit coup de fouet. Dans un tout autre genre, Addicted to You de Krista et Becca Ritchie. Alors, pour vous la faire courte, ce livre, clairement, je pense pas que je sois du tout le lectorat visé. Mais j'aime beaucoup Verso, donc, qui est, je vous l'ai dit tout à l'heure, un label pardon, des éditions du Seuil. J'aime beaucoup Verso, j'aime beaucoup l'équipe, notamment Benoît, et j'avais envie de les soutenir. Et donc du coup, ils ont fait un tel teasing autour de ce roman que je me devais de l'acheter. Je me devais de l'acheter tout en me disant que je commence à aimer la romance. Et donc, pourquoi pas aller acheter une romance qui est éditée chez Verso. Je vous lis le résumé et je vous dis ce que j'en ai pensé en sachant que c'est un tome 1. C'est pas pour ça que vous allez avoir un fou rire, c'est encore après. Mais c'est une saga de 10 tomes, si je sais encore compter. Donc c'est une saga qu'on voit énormément sur les réseaux sociaux, ça fait du buzz, du buzz, du buzz. Vraiment, hein, je l'ai vu passer de partout sur Instagram, j'ai l'impression que ça a été pareil sur TikTok, ça a vraiment été un événement, j'ai envie de dire, la traduction française. Je vous lis le résumé. Elle est accro au sexe, lui à l'alcool. Leur seule manière de s'en sortir, toucher le fond. Personne ne pourrait soupçonner le secret de Lily Calloway. Dans les bars, pendant que les autres sont sur la piste de danse, Lily, elle, est aux toilettes. Pour B-A-I-S-E-R. Je peux pas dire ce mot. Des coups d'un soir torride dont elle a honte et qu'elle regrette aussitôt le lendemain. Il se trouve que la seule personne dans la confidence se livre à un penchant tout aussi inavouable. Pour Lauren Hall, sa meilleure amie et sa bouteille de bourbon. Lily n'est pas loin derrière. Cela fait 3 ans qu'ils font semblant d'être en couple, cachant leurs addictions respectives à leur famille. Mais alors qu'ils croulent sous le poids de leurs secrets, Lily et Lauren s'accrochent à leur relation destructrice et commencent à se demander si une vie ensemble, pour de vrai, ne serait pas préférable au mensonge, et si le véritable vice de chacun était l'autre. Alors, je pensais en commençant ce roman lire une romance avec un petit fond d'addiction ou de polyaddiction. Non, je me suis complètement fourvoyée, clairement. C'est pas du tout une romance bonbon, une romance qui fait du bien. Non, c'est une romance hyper toxique où les addictions sont complètement au cœur, j'allais dire de l'intrigue, mais au cœur de l'histoire. En fait, on va surtout au départ parler de l'addiction au sexe de Lily Calloway et à l'addiction à l'alcool de Lorraine. Ils sont amis, ils sont issus de 2 familles hyper riches et hyper connues, enfin elles pèsent entre guillemets dans le monde. Donc ils se doivent d'être irréprochables, leurs familles ne sont pas du tout au courant de leurs addictions, en tout cas celle de Lily ne l'est pas, et celle de Lorraine pense que l'addiction à l'alcool est derrière lui. Et donc ils sont amis tous les deux, et pour se protéger, en fait, ils vont faire semblant d'être en couple, et ils vont du coup un peu cacher l'addiction de l'autre, tout en les protégeant, c'est-à-dire que Lily, Lorraine va toujours passer pour être sûre qu'elle n'est pas en train d'être maltraitée par son coup du soir. Quand Lorraine est complètement KO par l'alcool, eh bien c'est elle qui va prendre soin de lui, et ainsi de suite. Et puis au fur et à mesure, ils vont comprendre que peut-être ils ont des sentiments l'un pour l'autre, et ça serait peut-être bien de ne plus faire semblant d'être en couple. Ça, je vous le spoil pas, c'est dans le résumé. Et du coup, ils se font un peu la promesse d'essayer
maîtriser un petit peu leur addiction respective. Et c'est là où ça devient un petit peu toxique. Après, je pense que c'est une volonté de l'autrice, hein, je suis pas du tout en train de dire qu'elle normalise les addictions, etc. Pas du tout. Elle montre bien, je trouve, la complexité de ces addictions, c'est-à-dire que elle montre bien que les personnes concernées en souffrent énormément. Elle montre bien que ce sont des comportements complètement autodestructeurs. Elle montre bien aussi que ces addictions ont une étiologie plus ou moins connue de la part des personnes concernées et que bah, c'est des traumatismes en fait qui sont encore actifs. Donc voilà, mais c'est pas une romance. Ouais, clairement vous donnez pas ça à vos ados. C'est une romance pour un public complètement averti et c'est une romance qui donne chaud aux joues. Enfin, c'est-à-dire que ouais, à des moments je lisais ça au boulot le midi, bien sûr, pas sur mon temps de travail. Je lisais ça au boulot le midi et je me disais mais heureusement que je suis seule en fait dans mon bureau ou heureusement que je suis seule dehors parce que clairement si quelqu'un était au-dessus de moi, au-dessus de mon épaule à regarder ce que je suis en train de lire, j'aurais honte d'être en train de lire ce que je lis. C'est-à-dire que il pourrait croire que je suis une petite coquine alors que ben non, enfin je m'attendais juste pas à ça, donc voilà, c'est pour public averti, c'est vraiment, dites-vous, c'est relations toxiques, c'est addiction plus plus, avec des scènes hyper explicites et spicy. Donc voilà, j'ai pas. Alors c'est pas que j'ai détesté, bah, d'ailleurs ce livre-là j'ai mis plus de 15 jours à le lire. C'est pas que j'ai détesté, mais j'ai eu beaucoup de mal. Je pense vraiment que j'étais pas le lectorat en fait ciblé, et ça c'est ok, c'est moi qui ai fait un mauvais choix. Mais j'allais dire, je peux comprendre pourquoi ça a un tel engouement. Non, j'arrive pas à comprendre parce que je suis pas concernée. Mais c'est pas mal écrit, c'est pas, ça normalise pas, ça banalise pas. Mais voilà, ça m'a pas emballé. J'ai lu un roman qu'on ne voit pas du tout assez passer. Alors j'ai mis des... C'est rigolo parce que moi je mets des post-it pour les... Parce qu'il y a des phrases... Quand je mets des post-it, c'est parce qu'il y a des phrases qui me marquent. Mais en fait, c'est des post-it qui ne sont pas des post-it, c'est des post-it où je mets des informations hyper importantes. Sauf que ben, les post-it, je les laisse dans le livre parce que je vois pas qu'il y a un post-it. Et après, je cherche où sont mes informations. Bon, plus ou moins important, parce que là, vous voyez, c'est un petit cadeau de ma fille, par exemple. Bref, je vous lis le résumé et je vous dis ce que j'en ai pensé, mais je peux déjà vous dire qu'on ne voit pas assez passer sur les réseaux sociaux. Deux destins, une rencontre, une renaissance. Colline est sage-femme, Lara est anatopractrice. L'une cherche sa place dans sa propre vie, l'autre cache ses failles derrière un humour mordant. Tout semble opposer les deux femmes, dont les quotidiens bien différents ne les prédisposent pas à se rencontrer. Jusqu'au jour où un événement dramatique fait basculer leur vie tout entière. Entre secrets enfouis et vérités à découvrir, Colline et Lara vont devoir faire face à leur passé pour apprendre enfin à se reconstruire ensemble. Alors, c'est écrit, donc c'est Je reconnais ton regard d'Héloïse Riera, qui est originaire de Toulouse, qui est journaliste pour la presse jeunesse. Alors en fait, c'est l'autrice qui m'a envoyé un petit message sur Instagram pour savoir si j'étais intéressée pour recevoir son roman. Et quand j'ai lu Colline est sage-femme, Lara est anatopractrice, je me suis dit, ok, je veux lire ce roman. Je ne m'attendais pas du tout à faire la rencontre d'une plume aussi à la fois douce, fluide et percutante. C'est-à-dire que l'autrice parvient avec beaucoup de douceur à décrire des moments de vie hyper difficiles, hyper traumatiques. Et il faut aussi que je vous dise, pour être tout à fait honnête, que j'ai lu ce roman à un moment particulier de ma vie. Je vous dirai pas, voilà, je vous dirai pas du tout ce que je suis en train de vivre, mais je suis personnellement en train de faire des mises au point de certaines choses que j'ai besoin de travailler. Et il y a des phrases, quand je les ai lues, j'ai l'impression que j'allais que j'aurais moi-même pu les écrire. Je suis en train d'écrire des petites choses et pour, enfin voilà, bref. Et j'aurais pu les écrire. Et j'ai l'impression que ça parlait de mon histoire. Et le pire du pire, c'est qu'au-delà du fait que j'avais l'impression que ça parlait de mon histoire, c'est que les réactions qui en découlaient de ces personnages, eh bien c'était totalement mes réactions. Ça montre à quel point tout est plausible dans ce qui est dans ce roman. Donc on va faire la rencontre de deux femmes, je dirais, qui sont presque les opposés. On va avoir Colline la sage-femme qui est
hyper timide, un petit peu terne presque. Et on va avoir à côté Lara qui est thanatopractrice et qui, elle, explose de couleurs. Elle est toujours bariolée. Moi, je la visualise comme quelqu'un d'imposant, c'est-à-dire qu'elle a une aura autour d'elle, elle a toujours le sourire, elle a énormément d'humour, elle rit fort, elle parle fort, enfin voilà, elle en impose. Et à côté de ça, il y a Lara qui est vraiment toute timide et qui est vraiment effacée par rapport aux autres. Elles vont se rencontrer dans des conditions hyper difficiles pour Lara, que je ne vous dévoilerai pas. Et non, hyper difficile pardon pour Colline. Et c'est Lara en fait qui va lui venir en aide à ce moment-là, ou en tout cas qui va lui amener quelques clés. Et puis après les rôles, la dynamique va un petit peu s'inverser et ça va à ce moment-là se complexifier et elles vont être unies par un lien assez inimaginable. Ce lien-là, au début, j'ai eu un petit peu de mal à y adhérer et puis après je me suis dit en fait pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est un roman et une fois que je me suis dit pourquoi pas, j'ai continué à apprécier ce livre. Ce livre, c'est un vrai coup de cœur. C'est un coup de cœur parce que l'histoire m'a touchée, parce que c'est hyper bien écrit, parce que j'ai fait une réelle rencontre avec la plume de l'autrice et une réelle rencontre avec les personnages. Ça traite de beaucoup de choses. Ça traite vraiment, vraiment de beaucoup de choses de la vie. Des plus belles choses aux plus difficiles. Je vais pas m'étaler parce que je sens que les émotions vont monter et j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie que ça devienne trop personnel au niveau de mon avis. Après, vous le savez, un avis c'est perso. Donc, si vous le lisez et que vous ressentez pas l'intensité des émotions que j'ai ressenties, c'est aussi tout à fait normal parce que je trouve toujours qu'une lecture, ça dépend vraiment de votre mot du moment, de ce que vous êtes en train de vivre, du moment où vous le lisez, de l'endroit aussi où vous lisez les choses. Euh, mais voilà, moi j'ai vraiment adoré et j'espère que sincèrement que j'aurai la chance de relire un autre livre de cette autrice. C'est un roman qui a gagné en fait le prix du roman Femme Actuelle cette année, dont la présidente était Raphaël Giordano et je comprends complètement pourquoi il a gagné ce prix et j'aimerais sincèrement le voir beaucoup plus sur les réseaux. C'est assez rare que je dise ça parce que je pense aussi que c'est assez rare que je lise des livres qu'on ne voit pas ou peu sur les réseaux. Et là, j'ai l'impression que c'est l'autrice qui m'a fait un cadeau en fait, de me permettre de lire son roman au moment où je l'ai lu. Il y a beaucoup de choses qui ont résonné en moi. On va parler de l'enfance, on va parler des traumas, des casseroles comment dire, qu'on garde en fait au fur et à mesure et qu'on traîne, qui nous empêchent d'avancer ou en tout cas qui font que l'avenir et enfin, voilà, la projection n'est pas facile. Parfois on a besoin de faire le point sur ce qui s'est passé avant pour se projeter vers l'avant. On va parler de la parentalité aussi beaucoup. On va parler de la santé mentale, c'est quelque chose aussi d'assez important dans le roman. Bref, je vous en dis pas plus, j'espère simplement que je vous ai donné envie de le lire, vraiment. Si cette vidéo pouvait servir à ça, alors je serais trop contente. Ensuite, j'ai lu, je vous les montre pas dans l'ordre de lecture, c'est vraiment en fonction de ce qui me vient. Ensuite, j'ai lu Les Notes Invisibles de Morgane Alves. Alors, Morgane Alves, j'avais lu Des ronds dans l'eau, que j'avais énormément apprécié. Pas forcément pour l'histoire en elle-même, mais vraiment pour la plume de l'autrice. J'avais vraiment apprécié. Il y avait vraiment des moments où je relisais certains passages parce que ça me touchait. Et là, eh bien, j'ai l'impression que c'est encore la même chose. C'est-à-dire que oui, j'ai aimé l'histoire. J'ai aimé la quête aussi du personnage à l'intérieur. Mais je pense que je suis toujours plus séduite par la plume, par la manière d'écrire, que par l'histoire en elle-même. Peut-être parce que ce sont des histoires, pas de vie quotidienne, mais c'est des histoires qu'une autre autrice peut-être pourrait nous conter, mais pas du tout de la même manière. Et donc je trouve que la plus-value, c'est pas forcément ce qui s'y passe, c'est la manière dont c'est narré. Je sais pas si je suis très claire, mais c'est un compliment. Hein. Ce que je fais, ça n'a pas l'air, mais c'est un compliment. Je vous lis le résumé. 13 années et bien d'autres choses séparent Valentine de son frère, Antoine. Un événement familial les amène néanmoins à se retrouver. L'enterrement de leur père, à Loisel, village perché sur les falaises normandes. Pendant les obsèques, une inconnue leur remet une lettre. Quelques mots seulement qui résonnent pourtant avec la force d'une énigme. Antoine se retourne de ce qu'il juge n'être qu'un joli message et rentre à sa vie rangée avec sa femme et ses enfants.
Mais Valentine est troublée. Dans ces lignes, elle ne reconnaît rien de son père, ni des rires de son enfance. Parce que le secret pèse plus lourd que la vérité, Valentine décide de lever le voile sur le passé de ses parents. De leur amour sublime à leur jeunesse éclatante face à la mer, elle dessine peu à peu les contours de leur histoire et de la sienne. Je vais juste vous lire la première page pour que vous puissiez entrevoir un petit peu la beauté de la plume de l'autrice. Loisel, aujourd'hui. Valentine. Dans ce vent qui emmêle mes cheveux, il semble y avoir tous les hivers passés et futurs. Un vent humide et froid qui dépose sur mes lèvres une saveur iodée. La mer est à portée de regard, juste là, sous des falaises immenses. Aujourd'hui, la météo est calamiteuse, je ne vois que du noir aux alentours. Le noir de l'eau et des vagues, le noir des nuages boursouflés, le noir des tissus et des visages à mes côtés. Au loin, le ciel paraît si bas que la ligne d'horizon dégouline sur la mer. L'air se charge de pluie. Je touche ma joue, mon menton, et je repense au moment où je me suis préparée ce matin. Dans la salle de bain, ma main suspendue en l'air, un tube de mascara coincé entre le pouce et l'index. Je me rappelle avoir interrogé mon reflet. Est-ce vraiment nécessaire ? Mon visage est à présent mouillé, mon mascara a dû couler. J'ai les yeux qui piquent et je ne sais plus pourquoi j'ai pris la décision de m'apprêter tout à l'heure. Qui se fait belle pour un enterrement ? Voilà. Si je devais vous donner un petit peu mon ressenti, donc on va suivre effectivement Valentine qui est à l'enterrement de son père et une femme va l'arrêter pour lui donner une lettre. Et elle va lire entre les lignes de cette lettre que son père a un secret à lui dévoiler. Il y a quelque chose qu'il ne lui a pas dit avant de mourir. Elle en est intimement persuadée, sauf que son frère Antoine ne veut pas du tout en entendre parler. Valentine, ça fait des années qu'elle n'avait pas vu son père. Elle était en froid, on va comprendre au fur et à mesure pourquoi, et donc du coup, elle part en quête. Elle part en quête de la vérité, elle part en quête d'une partie de l'histoire de son père qui pourrait peut-être lui permettre de comprendre aussi une partie de son histoire, ou en tout cas une partie de l'histoire de sa mère qui est décédée il y a très longtemps. Et moi j'ai beaucoup adoré, pareil, cette quête en fait, cette quête hyper personnelle, hyper intime, et on va avoir accès aussi, parce que c'est un roman choral, on va aussi avoir accès à Laure qui est factrice, et on va avoir comme ça des petits voyages dans le temps où Laure est factrice et elle va aller en fait chez le papa de Valentine quand il était encore en vie. Et cette personne âgée, le papa de Valentine, va lui raconter sa vie, va lui raconter son passé, va lui raconter... alors je sais plus s'il lui raconte son enfance, mais en tout cas il lui raconte l'amour qu'il a porté à sa femme. Et cet amour, il est tellement pur, il est tellement beau, c'est très beau à lire. Il va... Ouais, on a vraiment les confidences d'une personne en fin de vie qui se confie finalement à la factrice parce que c'est la seule personne qu'il a dans son entourage, et cette tristesse-là, cet isolement-là, ça m'a renvoyé aussi beaucoup à l'isolement que présentent certains de mes patients, et ça m'a pas laissée indifférente du coup. Il y a très peu de choses d'ailleurs qui m'ont laissée indifférente dans ce roman. C'est encore une fois chargé en émotions, mais c'est pas lourd du tout, c'est fluide, c'est très simple à lire. Alors quand je dis très simple à lire, c'est pareil, c'est positif quand je le dis, c'est-à-dire que c'est fluide, la plume est hyper fluide, mais qu'est-ce qu'elle est belle. Vraiment, il y a des passages qui sont très jolis, où je retrouve vraiment la plume de l'autrice que j'avais rencontrée du coup avec Des ronds dans l'eau. Et je ne peux que vous inciter à la découvrir parce que c'est une plume, c'est un peu, alors bon, Sophie Astrabi c'est vraiment l'autrice que j'aime de tout mon cœur, mais il y a un petit côté Astrabi en fait, où voilà, il y a des choses simples qui sont dites avec des mots tellement beaux que ça gagne en profondeur et ça donne à réfléchir. Voilà un petit peu ce que j'en ressors de ce roman. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. J'ai également lu Atmosphère de Taylor Jenkins Reid, dont on entend énormément parler sur les réseaux sociaux, tout simplement parce que cette autrice est connue pour ses autres romans aussi. Elle a écrit Daisy Jones and the Six, Les Sirènes de Malibu et Les Vrais Amours. Alors j'ai encore Daisy Jones and the Six à découvrir. Lauriane me l'avait offert pour Noël. Elle m'avait fait un calendrier de l'Avent, et il y avait, je crois qu'il y avait 3 romans dedans d'ailleurs.
que je n'ai pas encore lu parce qu'il y avait 2 romans de Noël et du coup elle m'a déjà constitué ma palle de Noël. Il y avait 2 romans de Noël et il y avait effectivement Daisy Jones and the Six, donc ça serait bien que je le lise avant la fin de l'année. Comme ça je lis ces 2 romans de Noël à Noël et comme ça j'aurais lu ces romans sur l'année écoulée. Bref. Donc Taylor Jenkins Reid, j'ai l'impression qu'il ne faut plus la présenter, que tout le monde la connaît. C'est une autrice qui est hyper attendue chaque année chez les éditions Charleston. Moi j'avoue que j'ai pas plus d'attente que ça, même si j'ai bien aimé Les Sirènes de Malibu et Les Vrais Amours. Ça a vraiment été 2 très belles lectures. Mais pour autant, c'est pas devenu une autrice phare dans mon année, c'est pas devenu une de mes autrices chouchou pour autant. Mais voilà, c'est la lecture commune du Read Together de juillet. Le Read Together pour les mauvais élèves, c'est en fait un groupe Discord qu'on a mis en place avec Lauriane du compte Cocon Littéraire sur Instagram et qui permet en fait d'organiser tous les mois une lecture commune. On est, je crois, plus de 350, mais pas de panique, il y a très peu de personnes qui interagissent. Alors je pense qu'il y a pas mal de personnes quand même qui lisent les romans qu'on propose. Mais pour autant, il y a des interactions suffisantes pour que ce soit intéressant, mais pas trop pour que on s'y perde complètement. Donc voilà, si ça vous dit, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à me demander le lien en commentaire. Je vous lis le résumé et je vous dis ce que j'en ai pensé. Lever les yeux vers les étoiles, c'est la raison d'être de Joanne Goodwin, depuis l'enfance. Aussi, à défaut de pouvoir les approcher dans un monde où le métier d'astronaute est réservé aux hommes, elle est devenue astrophysicienne. Mais le jour où elle apprend que la NASA recrute des scientifiques, conscients des sacrifices qui s'annoncent, elle saisit sa chance. Elle aussi, elle ira dans l'espace. Animée par la passion et un amour dont elle n'aurait plus concevoir l'existence, elle poursuit inlassablement son rêve. Ce matin de décembre 84, quand Joanne arrive au centre de contrôle à Houston, elle s'attend à vivre une journée comme les autres. Elle n'est ni anxieuse, ni terrifiée, ni dévastée. Pourtant, quelques heures plus tard, l'incident qui survient dans la navette spatiale fait basculer le destin des astronautes à bord comme celui de Joanne, restée sur Terre. Il y a Christine Anna, je ne sais pas qui est-ce, qui dit « Palpitant, déchirant, inspirant. Atmosphère et l'histoire trépidante et émouvante d'une jeune femme ambitieuse qui trouve sa voie et sa passion. » Je regarde simplement l'heure. C'est bon, j'ai encore un peu de temps parce qu'il faut que j'aille chercher ma fille au centre aéré et la voisine aussi, enfin la petite voisine. Donc si je les oublie, je vais pas être bien. Mais je les oublie pas, juste je pourrais être en retard sans faire exprès. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, sur les réseaux sociaux, c'est vraiment des avis hyper dithyrambiques, vraiment, il y en a même qui disent mais c'est le meilleur de l'autrice, enfin voilà. Moi j'ai beaucoup aimé Joanne et le fait qu'on arrive à un moment de l'histoire où les femmes commencent à avoir certains droits sur le plan professionnel, commencent à avoir l'accès à certaines professions. Mais où on sent qu'il y a encore des différences en fonction du genre, où on sent qu'une femme est tout de suite jugée beaucoup moins capable, une femme est tout de suite obligée de faire ses preuves, la moindre petite erreur, ou en tout cas la moindre, enfin c'est même pas une défaillance, parfois c'est le hasard, mais c'est tout de suite imputé au fait que ce soit une femme. Enfin, donc ça c'est hyper intéressant, surtout le côté conditions de la femme et valorisation des compétences des femmes, enfin dévalorisation du coup. Ça c'est hyper intéressant. J'ai beaucoup aimé Joanne aussi, qui va se découvrir au fur et à mesure du roman. On la sent au fur et à mesure s'épanouir, elle va faire une rencontre qui va lui permettre de s'épanouir. Et d'ailleurs, il est aussi question d'une romance à l'intérieur, qui est, j'ai même pas envie de dire atypique, parce que c'est pas du tout atypique, c'est au contraire pour moi, c'est presque du classique, mais c'est pas du tout classique aux yeux de la société. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant en fait d'aborder ce type de romance parce que je pense que c'est la première fois que je vois une romance de ce type auprès des personnages principaux. Pour ceux qui l'ont lu, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Pour ceux qui l'ont pas lu, j'en dis pas plus parce que je veux pas vous spoiler. Donc j'ai aimé vraiment le personnage de Joanne. J'ai aimé la romance qui s'y déroule. J'ai aimé la condition de la femme et son évolution au fur et à mesure de l'histoire. J'ai beaucoup aimé aussi certains personnages secondaires comme la nièce de Joanne, qui est hyper chou, enfin, c'est hyper intéressant, le lien qu'elle a avec sa nièce, il est juste magnifique. Par contre, la sœur de Joanne est complètement détestable, Barbara.
Elle, clairement, c'est pas avec elle qu'on aurait évolué au niveau des droits de la femme. C'est la nana qui va prendre un bon parti pour pouvoir avoir une vie un petit peu à la cool. C'est la nana qui va pas comprendre pourquoi Joanne fait certains choix qui du coup va la critiquer, va la rabaisser. On est vraiment sur une personne hyper méprisante, hyper jugeante, pas du tout dans la compréhension. Enfin voilà. Ce qui m'a un peu plus dérangée, et là c'est ballot, eh bien c'est toute l'importance donnée à l'astrophysique, aux navettes spatiales. Ça, c'est vraiment pas quelque chose qui me plaît. En fait, j'ai tout de suite l'impression que c'est trop compliqué pour moi, que je suis trop bête pour comprendre. Et du coup, bah, ça m'a parfois un peu dérangée, alors qu'en soi, on n'en parle pas tant que ça, mais comme ça se déroule tout le temps sur la base de l'équipe, etc., on rencontre très rarement Joanne dans sa vie perso chez elle. En fait, chez elle, c'est à la base. Donc, on est toujours dans un environnement où on parle voilà, des avancées dans l'espace, des avancées des navettes. Et du coup, ça, bah, j'étais moins convaincue. Pourtant, ça prend pas énormément de place, mais pour le peu qu'on en parlait, enfin, on en parle quand même pas mal, mais j'ai pas adhéré. Et pour vous rassurer, je suis la seule en fait à avoir eu ce problème-là sur le Discord. La plupart des personnes, je pense même toutes les personnes, ont apprécié ce roman. Ça n'a gêné personne que ça se passe dans ce contexte-là d'astrophysique, etc., de la NASA. Il n'y a que moi en fait que ça a dérangé, donc je pense aussi que je l'ai lu à un moment donné où bah, j'avais pas forcément l'énergie pour essayer de tout comprendre. Alors c'est pas que je comprenais pas, hein, c'est que ça me... c'est pas que ça me saoulait non plus, mais j'avais pas forcément envie de faire les efforts pour me projeter aussi à la NASA, ceci, cela. Pour vous donner un ordre d'idée, je pense qu'il m'a fallu 3 nuits pour avoir un quota de sommeil qui doit normalement correspondre à une nuit. J'avais mes 2 enfants qui étaient malades. La première nuit, j'ai dormi 40 minutes. Voilà. Le reste de la nuit, je l'ai passé avec Achille en portage et à consoler Léonore qui avait d'autres. Enfin bref. Donc je pense aussi que j'ai lu ce roman à un moment où peut-être j'avais besoin juste d'un truc hyper léger, où je pouvais facilement me projeter, genre un truc vie quotidienne et point barre. Mais par contre, effectivement, c'est bien écrit, j'ai pas trouvé ça long. Pareil, les relations humaines sont bien mises en valeur. Moi, j'ai aimé surtout suivre le cheminement personnel de Joanne. Et j'ai aussi beaucoup aimé ce truc un petit peu à retard. Enfin, il arrive quelque chose au début du roman, donc on le sait bien, hein. Ce matin de décembre 84, là, il va se passer quelque chose en décembre 84 qui est assez terrible. Et en fait, après, on va faire des voyages dans le temps et on va revenir au fur et à mesure. Hop, décembre 84. On revient sur plein de trucs avant, parfois des années avant. Et hop, on revient sur décembre 84 sur un chapitre. Et donc, du coup, la tension va s'accroître au fur et à mesure de la lecture jusqu'au dénouement final qui est effectivement. Voilà, j'ai adoré ce côté-là, mais c'est pas un coup de cœur et voilà. Je vous parle très rapidement d'Onyx Storm, vraiment très rapidement. C'est le tome 3 du coup de Fourth Wing de Rebecca Yarros. Ça c'est hyper important, c'est une saga qui fait vraiment un buzz dans le monde entier. Donc je vais pas vous en dire plus. Tout ce que je vais pouvoir vous dire, c'est que il fait quand même plus de 600 pages. C'est écrit quand même hyper serré. Moi je l'ai lu en audio. J'ai très peu lu en papier. J'ai vraiment adoré. En fait, le côté audio, c'est hyper immersif. Et bon, en fait, c'est à l'image, je trouve, des 2 premiers tomes, c'est-à-dire que c'est hyper rythmé. Il y a des actions de tous les côtés. Là, on est vraiment dans des batailles. Enfin, c'est complètement dingue. Et en même temps, on est tellement attaché aux personnages qu'on a envie qu'il leur arrive rien du tout. On va en apprendre davantage sur la vie de Xaden, sur sa mère. Enfin, la fin du tome 2 est juste oh pétard. Et donc, du coup, dans le tome 3, on continue sur cette lancée-là. Moi, si je pouvais dire un mot à Rebecca Yarros, c'est arrête de jouer avec notre cœur comme ça. Voilà. J'ai eu les larmes à 2 moments dans le roman où je me suis dit oh non, ne me fais pas ça, ne me fais pas ça, c'est interdit.
Bon, encore une fois, il y a de la romance, il y a beaucoup moins de scènes explicites que dans le premier tome. Dans le premier tome, il y a quand même des moments très olé olé. Là, il y en a quand même beaucoup moins. On est plus sur l'action, sur la stratégie, sur une quête aussi importante, sur le lien avec les dragons. Enfin, mais un tome que j'ai aussi beaucoup apprécié. Par contre, la fin est hyper floue. Et du coup, j'ai du mal à savoir exactement ce qui s'est passé. Je sais que je suis pas la seule. Et donc, du coup, j'ai l'impression qu'il faut faire des suppositions et qu'on aura les réponses dans le prochain tome. Donc, écoutez, je reste avec mes idées et puis je verrai. Mais voilà, ça montre que je continue quand même mes sagas puisque c'est un tome 3. Je suis en train de regarder ce que je vous ai parlé, mais non, je ne vous ai pas encore parlé d'autres sagas où je suis dans les tomes, pas dans le tome 1, quoi, dans la suite de saga. Je suis actuellement en train de lire les McCoy tome 4, donc je continue mon challenge un mois une saga, mais en fait, je pense que je lis plus d'une suite de saga par mois. Je reprends, je lis plus qu'une suite de saga par mois, de manière générale. Donc là, je suis sur le tome 4, La Biche et le Limier. Pareil, je ne vais pas vous en dire grand-chose parce que c'est un tome 4 et que clairement, je ne vais pas vous spoiler tout le reste de la saga qui est quand même hyper connu. C'est catégorisé comme New Romance. Je peux juste vous dire qu'on va être sur des conflits claniques en Écosse, mais c'est quelque chose qui se passe de nos jours. Donc on va être sur effectivement de la stratégie clanique, mais on va être aussi beaucoup sur de la romance et de la romance hyper bien écrite. Je pense même pouvoir dire que le tome 1 des McCoy, c'est la première romance que j'ai lue, donc c'est grâce à Laura, les mots des autres. Et je pense que c'est ce roman qui m'a fait dire, Manon, en fait, arrête avec tes préjugés, il y a des très bonnes romances et je pense que tu peux y trouver ton compte. Et ça, c'est un vrai problème pour moi parce que du coup, une fois qu'un nouveau genre s'ouvre à nous, on a envie de tout lire dans ce nouveau genre, sauf qu'on aime encore le polar, on aime encore le roman historique, on aime encore le cozy mystery, on aime encore le roman contemporain, bref. Les journées ne sont pas assez longues. Je regarde l'heure, ok, ça va. Je me dépêche pour... donc ça, c'était mes avis lecture et ma lecture en cours. Je vais vous parler d'une petite réception que j'ai faite de la part de Mathilde, que vous connaissez, enfin je vous en ai déjà parlé. Mathilde Garcia, qui est illustratrice, une illustratrice lyonnaise. Je vais vous... Donc, je vous montre un petit peu sa carte. C'est marqué papier 100% recyclé et emballage 100% recyclable. 1% des bénéfices reversés aux associations Basket au pied et The Greener Good. C'est du Made in France, 100% imprimé à Lyon. Et donc du coup, son compte Instagram, c'est mathilde.garcia.illustration. Je vous le remets comme ça. Si j'y pense, je vous le mettrai en barre d'infos. Et donc du coup, elle avait envie de m'envoyer des petits échantillons entre guillemets de sa nouvelle collection d'été et en fait j'adore ce que fait Mathilde, donc à chaque fois bien sûr que je dis oui. Là il y a une illustration à mettre dans la cuisine qui est la tarte au citron. Je suis désolée parce que la luminosité ne lui rend clairement pas hommage. Donc l'objectif ici c'est d'illustrer la vie quotidienne en couleurs. J'avais donné les précédentes illustrations à la mère de mon conjoint qui les a mises dans sa cuisine sous verre. J'ai trouvé ça trop beau. Elle venait de refaire faire sa cuisine et c'était très joli. Les petits stickers, pardon, Passion Citron et Biz Sunshine. Des petites cartes postales. J'ai envoyé les 3 premières qu'elle m'avait offertes aux copines avec des petits mots. Je trouve que moi je suis encore une personne qui aime bien écrire aux gens qu'elle aime et du coup ça me fait toujours plaisir de pouvoir offrir aussi aux copines de jolies cartes et puis 2 marque-pages pareil que j'aime beaucoup qui vont très bien aller avec mes lectures d'été, mais encore une fois la luminosité ne permet pas de voir à quel point tout est joli en termes de couleurs. Je vais maintenant vous montrer, et je terminerai cette vidéo par ça, les derniers arrivés dans ma bibliothèque, alors pour des raisons très différentes. J'ai 2 livres qui m'ont été prêtés, c'est assez rare, donc du coup je vais vous les montrer.
Le premier livre, c'est une de mes patientes qui a voulu me le prêter. En fait, au premier rendez-vous, c'est une patiente que j'ai déjà vue 2 fois, que je vais voir sur du long terme, je pense. Au cours du premier rendez-vous, donc elle est assez jeune, voilà, on a discuté un petit peu pour la mettre à l'aise, pour la mettre en confiance avant de commencer le bilan cognitif. Et on a parlé lecture et elle me dit: «Ah mais c'est génial tout ce que vous lisez et cetera», et donc on se conseille un petit peu des lectures. Et elle vient au deuxième rendez-vous avec ça en main en disant: «Mais j'aimerais vraiment vous le prêter, ça me ferait vraiment plaisir que vous puissiez le lire». Et du coup, je me suis dit: «Ah bah, pourquoi pas?» Donc on en avait discuté et je lui avais dit qu'effectivement je voulais lire ce livre, donc trop gentil de me l'avoir ramené. C'est 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole. C'est un livre que j'ai énormément vu aussi passer sur les réseaux sociaux. Je sais même pas de quoi ça parle, mais je l'ai tellement vu passer que j'ai envie de le lire aussi. Poppy et Rune sont amoureux depuis l'enfance. Ils pensaient que rien ni personne ne pourrait jamais les séparer, jusqu'au jour où Rune part pour 2 ans dans sa Norvège natale. Pourquoi Poppy cesse-t-elle alors de répondre aux appels de Rune? Pourquoi coupe-t-elle les ponts sans raison, sans explication? Rune a le sentiment qu'on lui arrache le cœur. Poppy, elle, a le cœur brisé par un secret bien trop lourd. La vie leur laissera-t-elle le temps de se retrouver et de s'aimer? Voilà, je me dis que pour une lecture d'été, ça peut être vraiment sympa. Et en plus, clairement, ma pile à lire manquait de romance. Ensuite, il y a Jeanne. Jeanne, c'est ma voisine euh, qui a, j'ai pas envie de dire de bêtises, une dizaine d'années. Elle va passer en CM1, je crois. Et qui est vraiment trop chou. Enfin, elle a toujours envie de me parler de ses lectures. Et dès qu'on se voit au grillage, donc c'est un peu devenu la meilleure copine d'Éléonore. Donc Éléonore, elle a 4 ans et demi, mais elle joue tout le temps ensemble. Elle se voit au grillage et allez, 2 fois sur 3, c'est maman, est-ce que Jeanne elle peut venir à la maison? Ou alors Jeanne, Manon, est-ce que Éléonore elle peut venir chez moi s'il te plaît? Donc bref, et quand je vois Jeanne, du coup, on parle un petit peu lecture, elle est super contente de montrer sa bibliothèque, etc. Et je lui avais filé quelques petits romans graphiques qu'elle avait appréciés. Et du coup, je pense que dans l'échange, enfin, pour pouvoir échanger avec moi, elle a voulu me prêter ce livre-là, euh, Coco, qui en fait rassemble 16 dessinateurs français, 16 expériences du Japon, qu'ils soient expatriés depuis de nombreuses années ou partis quelques semaines à la découverte du pays du soleil levant. Accompagnez-les dans cette carte blanche de 320 pages de bande dessinée où se mêlent récits de voyage, rencontres insolites et vie quotidienne, bien loin d'être zen et de tout repos. Voilà, alors la littérature japonaise, clairement, c'est pas du tout ce vers quoi je tends d'habitude. Donc c'est vrai qu'un livre qui répertorie des expériences de personnes qui sont allées au Japon, etc., je n'y serais pas allée. Mais en fait, j'ai envie de faire plaisir à Jeanne et du coup de lire le livre qu'elle veut partager avec moi. Et je me dis que bah, ça peut aussi me permettre de faire de belles découvertes. Donc je le lirai incessamment sous peu. Ensuite, j'ai reçu de la part de Verso le tome 3 de Fille d'Irlande, donc qui est les dernières heures des Deveril de Santa Montefiore. Je pense donc que c'est le dernier tome. J'ai adoré les 2 premiers, donc j'ai bien hâte de le lire. J'espère simplement que je vais me souvenir des personnages, que du coup à chaque fois il y a un an entre chaque lecture. Et en fait j'aimerais trop que chaque maison d'édition puisse faire... donc ça déjà c'est bien, l'arbre généalogique, mais j'aimerais tellement que chaque maison d'édition puisse faire un résumé spoilant en fait, des précédents tomes pour qu'on puisse directement, quand on commence un nouveau tome, se remémorer en fait tout ce qui s'est passé en amont. Et enfin, il faut que je vous dise un truc, c'est que je sais plus quand c'était, il y a Odessa qui est sur Instagram qui poste une story en disant j'ai trop envie de lire Campus Drivers. Est-ce que vous l'avez lu, tout ça? Je le vois partout et du coup j'ai trop envie de le lire. Et je lui dis bah pareil pour moi. Et alors là, il lui en fallait pas plus pour, je sais pas, pour s'exciter la côtelette, pour vraiment partir en vrille et dire ok on va faire une lecture commune, tu décideras de quand on l'a fait. Et c'était même pas si on fait une lecture commune, je pense qu'elle avait clairement besoin d'une excuse pour aller se procurer Campus Drivers, que du coup j'ai maintenant.
Et du coup, c'est devenu mon obsession, c'est-à-dire que donc je lui dis: «Bon, bah, OK, pas de souci, je vais me le procurer». Bien évidemment que dans la foulée, je vois, je crois que c'était un réel de Magdalena qui en parle. Donc Magdalena Triple L de Mag, je ne vous la présente pas, je pense qu'elle est beaucoup plus connue que moi, donc je vois un réel de Magdalena, je vois ensuite sa vidéo YouTube, pareil, elle en parle. Lauriane qui sort un post, donc Lauriane, mon double, hein, clairement c'est mon acolyte. Cocon littéraire qui fait un carrousel avec des livres qu'elle conseille pour l'été. Et bien évidemment, il y avait Campus Driver, sauf que si Lauriane le conseille, ben, il faut que je le lise, clairement. Et en plus de ça, la patiente dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui m'a prêté un de ses romans, eh bien, elle m'en avait aussi parlé en me disant, il faut vraiment que tu le lises, enfin, il faut vraiment que vous le lisiez, il est super bien, etc. Et c'est à ce moment-là que vous devez avoir un fou rire, puisque je vous dis que ça fait 2 ans que je fais attention à continuer mes sagas, etc., pour finalement en commencer une, voilà. La nana est une cause perdue. Et vous voulez que je vous explique mon périple pour avoir cet exemplaire en main? Donc avec Odessa, on se dit, allez vas-y, on se chauffe, il faut qu'on l'achète le plus vite possible, en sachant que toutes les deux, on a des lectures un petit peu obligatoires, donc on ne pourra pas le lire tout de suite. Mais c'est pas grave, genre on a une idée en tête, il nous faut, voilà. Donc le jour où elle me dit ça, je me dis, allez, je me chauffe, sur mon temps du midi au boulot, je vais aller au Furet du Nord. Je prends ma voiture, enfin pas vraiment la mienne, celle de ma maman, parce que la mienne est au garage, ça fait partie des petits trucs du quotidien, enfin vous voyez la loi des séries là. Bref, je prends la voiture de ma maman, je pars, genre avec le sourire jusque-là, ouais, je vais aller au Furet, parce qu'en plus j'avais une matinée hyper compliquée de consultation qui avait été très difficile. Et donc j'arrive au Furet, là je vois quoi? Porte fermée. Porte fermée. Comment ça, les portes sont fermées? Furet du Nord de Lens, qu'est-ce qui vous arrive là? Et là je regarde l'affiche. Cet été, en gros, les portes sont fermées de 12h30 à 14h. Mais what? C'est quoi cette trahison là? Comment je fais moi pour réguler mes émotions sur le temps du midi pour ensuite être disponible pour mes patients? Vous m'expliquez là? Enfin, non, c'est pas possible, c'est pas envisageable. J'ai besoin de vous, moi, le midi. Donc voilà, je reviens donc un petit peu déçue, c'est pas grave, hein. Je reviens déçue de ne pas avoir eu mon exemplaire. Je me dis, je ne me laisse pas aller. Je devais déposer ma fille au centre aéré du coup ce matin. Et moi je suis en journée off. J'avais mis mon fils chez ma maman parce qu'on reçoit tout le week-end et que la maison c'est une catastrophe parce qu'on est en travaux. Donc je voulais aider à la fois pour les travaux, il fallait que je fasse les courses, il fallait que je fasse tout le ménage, il fallait que je fasse les lessives. Enfin voilà, aujourd'hui je pouvais pas profiter avec mon fils toute la journée, c'était pas possible. Il y avait trop de choses à faire. Mais je me dis, il y a le centre aéré et juste en face, il y a un Leclerc et je dois faire des courses. Sauf que moi, je fais pas les courses dans le Leclerc, je fais les courses à la ferme et sur le drive ou à grands frais. Je vais plus dans les énormes surfaces comme ça, c'est pas possible. Je déploie une énergie trop importante. Mais là, je me suis dit, mais c'est pas grave, je vais avoir du coup l'excuse de regarder s'il y a Campus Drivers. J'arrive à Leclerc, genre à 8h10. Et là, je vois quoi? Campus Drivers 2, Campus Drivers 3, Campus Drivers 4, pas le 1. Je me dis, le sort s'acharne. Bon, bah c'est tout, c'est pas grave. Donc je rentre, genre un petit peu bougonne comme ça, je suis pas contente. Et puis, bah, c'est tout, je fais ma journée en vrai. Et puis à un moment donné, mon papa me dit, bah, tu sais, les carrelages de la salle de bain, ça va pas du tout, la plupart se cassent, il faut que tu retournes chez Laura Merlin, etc. Mais bouge pas, papa, je vais y aller, je vais aller voir ce qu'on peut faire avec le service après-vente. Ne bouge surtout pas. Donc la raison officielle pour laquelle je partais en voiture, c'était pour aller chez Laura Merlin, bien sûr. Sauf qu'à 4 minutes de chez Laura Merlin, il y a un Cultura. Voilà, bingo. Dernier exemplaire. Bref, allez, je vais arrêter là cette histoire. Et d'ailleurs, cette vidéo, puisque je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Donc en ce moment, je lis les McCoy. Je pense que derrière, on va passer sur du Campus Drivers pour lire avec Odessa. Et puis après, on verra sur le reste de l'été. En tout cas, j'espère que mon contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, que ce soit pour parler de vos lectures, de l'été, de vos derniers coups de cœur. Enfin voilà, n'hésitez pas. Et puis, si vous êtes arrivé jusque-là et que vous ne savez pas trop quoi me dire, vous pouvez tout à fait mettre en emoji une nana qui vient de se faire couper les cheveux. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une belle journée ou une belle
belle soirée en fonction de votre moment de visionnage et surtout, je vous souhaite de continuer de prendre plaisir à lire.